Bonjour à tous. Donc moi ce soir je vais vous parler d'intégration et de déploiement continu. Comment optimiser la performance de ces exécutions. Je m'appelle Yvan, je suis tech lead à Theodo. On est une société de conseil en IT en produits. Alors, l'intégration et le déploiement continu, pourquoi on fait ça? Donc le but c'est d'automatiser les tests de non-régression et le déploiement dans différents environnements de son code. Surtout automatiser de façon à ce que ce soit régulier, correct et précis. Et le but, in fine, c'est de pouvoir déployer en prod son code, idéalement plusieurs fois par jour. Après, ce qui se passe, ce qui est basé sur plusieurs de mes projets, c'est que au début, ces pipelines sont assez rapides, puis sont de plus en plus lentes, 10 minutes, 20, 30, 1 heure. Ça a deux impacts. Le premier impact, c'est que ça impacte notre expérience de développeur, c'est pas très confortable, et en plus, on tend à déployer du code un peu moins régulièrement en production, et ça impacte les utilisateurs. Donc comment on peut faire pour empêcher ça? Je vais vous parler de quelques astuces qu'on a mis en place sur nos projets. Tout d'abord, il faut savoir d'où vous partez. Pourquoi? Ça vous permet de savoir comment vous pouvez vous améliorer. Mais en plus, si vous pensez faire des améliorations, être sûr que ça améliore pas, ça améliore et ça fait pas l'inverse, comme ce qui m'est déjà arrivé dans le passé. Comment avoir ce genre de courbe pour mesurer donc la durée d'exécution d'une pipeline? Il y a certains services de CI/CD comme Azure DevOps Pipeline ou CircleCI qui vous proposent des dashboards ou qui vous donnent directement ce genre de courbe. Sinon, d'autres services ont une API, vous pouvez aller taper dedans pour obtenir les durées de vos pipelines et puis construire ces graphes vous-même. J'ai d'ailleurs un collègue à Theodo qui essaie de construire ça de façon automatique pour tous les outils de CI/CD qui n'ont pas encore de CI/CD. J'espère qu'ils vont parler au Humatos à un moment. Donc, une fois que vous avez mesuré, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer? Donc, bien sûr, la solution de cache. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en cache. L'idée, c'est au lieu à chaque exécution de télécharger d'Internet des dépendances de code, par exemple, et de les builder, les compiler, on va récupérer tout ce code des dernières exécutions de pipeline, parce que généralement, il n'aura pas beaucoup changé. Donc, ce qu'on peut mettre en cache, bien sûr, c'est les dépendances de code, NPM, Python, etc. Il y a des binaires aussi assez lourds, comme les binaires de Cypress pour les tests end-to-end. Aussi récemment, ce qu'on a testé sur plusieurs de nos projets, c'est mettre en Jest, qui est un exécuteur de test Node et JavaScript. Jest a un cache aussi, et ça on peut le mettre dans le cache de la CI, et on a gagné 2 minutes de façon très facile sur plusieurs de vos projets. Comment est-ce que vous pouvez savoir ce que vous pouvez mettre en cache? Il faut aller voir dans la documentation des outils ou des articles sur Internet. C'est pas toujours efficace, et pour savoir si c'est efficace ou pas, il faut mesurer. Il y a certains cas où c'est pas efficace, où des fois c'est juste plus rapide de télécharger tout d'Internet que de récupérer du cache et de déziper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi optimiser les images Docker sur lesquelles les pipelines, les runners tournent. Donc généralement, effectivement, c'est des conteneurs Docker sur lesquels on fait tourner ces pipelines. Pour lancer l'environnement d'une pipeline, il faut télécharger cette image Docker. Des fois, elle est assez lourde et ça peut prendre du temps. Donc une possibilité, c'est juste de réduire sa taille, de partir d'une image plus légère avec le strict minimum. Il y a Linux, par exemple, qui a des distributions Alpine qui sont presque trop légères, donc il faut installer ce dont vous avez besoin par-dessus, ou certains services de CI/CD ont créé des images qui sont optimisées en taille pour la CI. Par exemple, CircleCI a des images dans le namespace CIMG qui sont parfaites pour ça. Toujours en parlant de Docker, on peut faire un peu l'inverse d'une petite image. Je vais prendre un exemple, par exemple, si vous avez des tests qui ont besoin d'exécuter sur Python et sur R, mettons. Si vous partez d'une image Python et que vous installez R après coup, il y a une solution plus rapide qui peut être en fait d'installer R directement dans l'image Python, comme ça, ça aurait été tout installé, buildé directement dans l'image. Et si vous la récupérez, j'avais fait des tests et vous pouvez gagner à peu près 30 secondes juste en déplaçant des exécutions plus haut dans le flux de pipeline. Dernier point, c'est sur la question de la parallélisation. Parallélisation des tests notamment. Donc par défaut, on va avoir tendance à écrire nos tests, à faire exécuter nos tests en série.
Quand on est dans ce cas-là, on a envie d'exécuter les tests d'ailleurs qui échouent le plus souvent en premier. Comme ça, on n'a pas besoin d'exécuter les autres tests par la suite. Après, on peut effectivement faire des gros groupes de tests qui sont indépendants les uns des autres. Et quand on arrive à faire ça, par exemple front, back, différents microservices, tests statiques, tests unitaires, tests d'intégration, etc., on peut facilement les paralyser, ce qui fait un gros gain de temps aussi. Attention quand même, ce n'est pas toujours un gain de temps, comme on l'a vu sur certains de nos projets. Par exemple, mon projet actuel, on a une CI/CD qui est on-premise, donc on ne peut pas la scaler indéfiniment. Je vais prendre un exemple extrême pour vous montrer. Mettons que vous n'ayez que 2 runners en tout. Si vous avez 3 séries de tests, les 2 premiers vont occuper les runners et le troisième ne pourra s'exécuter quand un des 2 premiers aura fini de s'exécuter. Donc là, il n'y a pas trop d'avantage à la parallélisation. Là, c'est un exemple assez extrême avec juste 3 tests, mais quand vous avez 50 microservices, par exemple, ça peut rapidement occuper tous vos runners. L'autre point à considérer aussi, c'est la construction des workspaces. Si elle prend trop de temps, ce n'est pas forcément intéressant de paralyser. Donc, qu'est-ce que je veux dire par construction du workspace? Donc, vos tests, pour s'exécuter, ont besoin de l'installation de certains fichiers dans l'environnement. Et si l'étape de construction prend beaucoup de temps et les tests prennent très peu de temps, vous n'avez pas forcément envie de dupliquer l'étape de construction dans plusieurs runners. Vous pouvez juste mettre des tests les uns à la suite des autres en série et ça fera tout aussi bien le taf. Bien sûr, après, il y a des techniques pour passer des fichiers d'un runner à l'autre, passer notamment les fichiers de construction pour éviter d'avoir tout rebuildé, tout réinstallé. J'ai un exemple notamment pour quand on fait tourner des tests Jest et qu'on veut les paralléliser. Si le code c'est du TypeScript, vous n'avez pas envie de compiler le TypeScript 4 fois de suite, mettons, si vous voulez faire une parallélisation à 4, vous avez envie de compiler une seule fois, puis faire tourner vos tests. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc 3 choses à retenir. Mettez en cache ce que vous pouvez. Alors attention, des fois, ça ne fait pas forcément gagner de temps. N'oubliez pas justement de mesurer vos exécutions. Pensez au fait que ça peut, même si on ne s'en rend pas compte, ça peut impacter les développeurs, les cycles de release en production. Et c'est un sujet à aborder, même si on peut être pressé par le delivery de plein de fonctionnalités. Des fois, c'est bien de prendre du temps pour améliorer ces choses-là. Ensuite, vous pouvez optimiser donc, toutes les images Docker. Et troisième point, n'hésitez pas à paralléliser, mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et à trop paralyser. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. Et dites-moi si vous avez des questions, si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ce que j'ai dit. J'ai une question sur la parallélisation. À un certain moment, tu peux avoir par exemple mettons des tests back-end, tu vas avoir des milliers de tests. Donc en fait, au sein d'un seul process, c'est un PyTest, tu vas avoir des milliers de tests. Est-ce que tu as déjà eu à faire des cas où tu devais splitter même juste un seul process en plusieurs sous-parties de tests? Et notamment, les cas où j'ai essayé de faire ça, j'ai eu toujours un problème sur le coverage, parce qu'on peut faire le coverage sur toute la code base. Du coup, si tu essaies de splitter par partie, c'est un peu compliqué. Donc, pour des tests back-end, par exemple, on peut en avoir beaucoup, 1000 ou plus, donc on a envie de les paralléliser. Et Albéric demandait, est-ce qu'on va avoir comment éviter les problèmes de calcul de coverage, parce que si on divise en 4, par exemple, on va avoir que 25% de la vue du coverage. Comment regrouper tout ça? Donc, les techniques, moi, pour paralléliser au sein, par exemple, d'un Mac back-end, par exemple, on peut diviser en plusieurs microservices et avoir un coverage au sein de chaque microservice. Si au sein d'un microservice, tu veux diviser tout ça et avoir un coverage à la fin, je sais que je l'ai fait avec des tests Nest, par exemple, où on les a exécutés sur 4 fois. Je ne me souviens pas avoir fait quelque chose de particulier pour m'occuper du coverage. Donc pour le coup, je ne sais pas. Quand tu as une codebase qui est suffisamment grande, il est possible que la nouvelle push que tu fais, la modification de code que tu vas faire, elle va impacter qu'une toute petite partie en fait, de ta codebase. Et est-ce que tu as des techniques pour du coup ne relancer que les tests qui concernent cette partie-là, ou tu es quand même obligé de lancer les tests sur la totalité? Donc la question de Tim, c'était dans une grosse base de code,
À chaque push, on ne peut ne changer qu'une petite partie des fichiers. Donc, il me demandait s'il y avait des techniques pour n'exécuter les tests que de ces petites parties de fichiers. Donc, ce à quoi je pense, c'est la technique aussi des microservices. N'exécuter les tests que sur son microservice. Comment on peut voir ce qui a changé avec Git, en faisant des diffs par rapport à la branche master, par exemple. Et on peut voir ce qui a changé, n'exécuter les tests que là-dessus. Et ça, c'est possible. Donc, avec Git, il y a un truc, du coup, un prérequis, c'est de bien diviser son code aussi, de façon à éviter les dépendances dans tous les sens, parce que sinon, si vous avez changé un bout de code dont 10 autres parties sont dépendantes, vous devrez exécuter les 10 autres parties. Donc, il y a un gros sujet aussi de découpage de code. Je voulais savoir comment tu fais pour gérer l'invalidité du cache. Par exemple, tu as le package .json qui change. Comment tu vas gérer ça? Comment gérer l'invalidité du cache, par exemple, tu parlais sur les dépendances NPM, si le package.json change. Donc là, il faudra penser à une clé de cache. C'est une sorte d'identifiant lié au cache qui va déterminer la consistance du cache. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre les dépendances NPM. Elles sont toutes décrites dans un fichier avec NPM, par exemple, c'est packagelog.json qui décrit chaque version. Tant que ce fichier ne change pas, les nodes modules équivalents ne vont pas changer. Donc, ce qu'on peut faire, comme prendre la clé, c'est prendre par exemple le hash de ce packagelog. S'il ne change pas, les dépendances n'ont pas changé. Ou plus simple, par exemple, pour Cypress, pour le binaire de Cypress, vous pouvez prendre la version de Cypress. Et pour d'autres cas, par exemple, comme les tests, le cache Jest, donc Jest s'exécute sur tous les tests, donc vous pouvez par exemple prendre le hash de tous les fichiers de tests, mais je pense qu'il faut prendre le code source aussi pour arriver à avoir cette clé. Et donc ce que les services de CI vont faire, c'est qu'ils vont comparer la nouvelle clé à l'ancienne clé. Si c'est une nouvelle clé qui n'était pas déjà en cache, ils vont juste pas prendre du cache et re-sauvegarder dans le cache la nouvelle clé à la fin. Merci.